Une Haskalah qui a bien marché, une Haskalah qui a réussi. Sur l'invitation de Rabbi Menachem, Rabbi Menachem a très justement attiré mon attention sur le fait que quand même il y a plus d'aspects positifs dans la Haskalah que ceux que j'ai énumérés par mégarde. Je dois l'admettre parce que j'avais envie d'énumérer beaucoup plus, etc. Et c'est pour ça que la rencontre d'aujourd'hui, je voudrais la consacrer aux aspects positifs de la Haskalah et surtout des maskilim de l'Est, des maskilim de Russie, des maskilim de la zone de résidence, à quelques rares, une exception près, peut-être, mais pour et j'anticipe la conclusion, mais je veux dire, c'est tout les éléments, les matières premières qui font notre identité nationale, ces matières premières ont été fournies par les masculines. Comment on dit masculine, c'est l'intellectuel. C'est ceux dont on a parlé, on en parle c'est ceux qui ont... on en a parlé à l'Occident, c'était en deux mots, les lumières juives, c'est-à-dire que les juifs sont aussi des êtres humains et c'est-à-dire doivent être aussi productifs, doivent connaître la science, sont avant tout les hommes et seulement après les juifs, etc. On doit aussi adopter les valeurs de l'humanisme, les valeurs du cosmopolite, les valeurs de nos voisins, etc. Et pas nous renfermer, c'est-à-dire on doit sortir du ghetto au niveau culturel, au niveau spirituel, ne pas se recroqueviller sur nous uniquement, on doit prouver que nous sommes aussi des hommes. Yofi. Maintenant, c'est la Haskalah, c'est-à-dire la Haskalah, c'est le volet spirituel de ce qu'on connaît comme l'émancipation dans son aspect politique, juridique. Eh bien, si l'émancipation, c'est les pleins droits aux juifs au niveau politique, eh bien, la Haskalah, c'est la reconnaissance de la valeur et de la richesse du patrimoine juif au niveau culturel, spirituel, etc. C'est-à-dire, c'est le volet culturel, l'aspect culturel de ce qu'on connaît comme l'émancipation. Et effectivement, on voit que les éléments de base sur lesquels nous avons fondé fin 19e, début 20e et à vrai dire jusqu'à maintenant notre identité, pour beaucoup, eh bien ce sont des éléments qui sont tirés et qui sont formulés dans le langage et de la Haskalah et qui ont été développés et travaillés par les maskilim. L'histoire juive, c'était pas une discipline qu'on étudiait nulle part, ni dans les yeshivot, ni dans les bibliothèques, nulle part. Le peuple juif, jusqu'au 19e siècle, n'étudiait pas l'histoire juive. Il y avait l'exil, la destruction du temple, il y avait la Géoula, et entre les deux, on voyage. Peuple nomade. Galouyot. Ben Sion Netanyahu, professeur Ben Sion Netanyahu, Zichrono Livracha, il dit, ce qui est dans son livre sur les 5 pères du sionisme, il dit le sionisme, c'est avant tout un retour au sens de l'histoire. C'est donc une personne qui est là et qui voit ce qui se passe, je ne sais pas, pour prendre exemple la France actuellement, et bien qui a la capacité de prévoir, si tout le monde me dit qu'ils veulent m'assassiner, c'est peut-être qu'il y a quand même une chance que dans un an, véritablement, il va y avoir un pogrom. C'était une pensée qui était absente du peuple juif. Pas du tout. Au contraire, les antisémites, c'est qu'un bâton aux mains de Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'ils disent? Les antisémites disent ce qu'ils disent.
Il suffit que je prie, il suffit que je jeûne, il suffit que je fasse un effort vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu et tout va se régler. L'histoire est impertinente pour mon devenir. Je suis un peuple hors histoire. Peuple hors histoire, ça me libère du devoir d'apprendre l'histoire, de connaître l'histoire, d'appréhender l'histoire. Sinon, vous êtes incapable de comprendre comment des gens encore en 41, 42, 43, en Hongrie, peuvent dire non, tout va nous passer au-dessus de la tête, à côté, on va être épargné. Pourquoi? Parce qu'au niveau spirituel, on est suffisamment pur. Hachem Yazor. Comprenez? C'est un aveuglement total. Total. Maintenant, quand est-ce que l'histoire renaît? Par qui la reçoit? Par les masculines. Par les masculines. La langue, hébreu, renaît par les masculines. La terre, pardon? C'était un masquille, bien entendu. Il était l'un des plus grands qui se publiait dans Hachachar, on va en parler. Ces plus grands articles, ils étaient publiés dans Hachachar, c'est une revue qui paraissait à Vienne, qui était lue surtout en Russie, peu importe. C'était la revue des masculines, publiée pendant 18 ans par Peretz Smolensky, on va en parler. Ouais. Maintenant, la langue, c'est impertinent, j'ai la Torah, pourquoi la langue? Pour prier, la langue, c'est pas tellement important. La terre comme quelque chose de concret. Le politique, l'aspect national politique du peuple juif. Qui c'est qui nous l'a donné? Les masculines. Et on peut la philosophie de l'histoire juive. Aujourd'hui, on dit la philosophie de l'histoire juive, on l'apprend en lisant les livres du Maharal. Mais quand est-ce qu'on a appris à connaître le Maharal? Quand est-ce qu'on a eu le chasse du Maharal, chacun dans sa maison, à tous les livres du Maharal? La Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale, Khaverim. Yaakov Gordin, etc. Seconde Guerre mondiale. Avant, personne, sauf quelques rares exceptions près, personne ne le Maharal. Maintenant, comment tu veux avoir un sens de l'histoire, une conception, une philosophie de l'histoire? Qui c'est que te la donne? Les masculines. C'est important. זכרו ימות עולם בינו שנות דור ודור שאל אביך וידך זקניך ויאמרו לך. בסדר. C'est à partir du moment où les Juifs sont devenus citoyens aussi. Alors tu apprends quelle histoire? Ceux qui deviennent citoyens, ils sont déjà la plupart assimilés, ils sont déjà réformés, etc. Ils apprennent la France, ils apprennent l'histoire de la République. Ils appellent l'histoire de l'Union de la Prusse avec je sais pas, 300 États allemands, etc., etc. Ils apprennent l'histoire du lieu. Ils ne se considèrent pas comme peuple, en n'étant pas un peuple qui n'a pas d'histoire. Tu vois, peut-être, dans le meilleur des cas, une histoire spirituelle. Et ton histoire, c'est Rishonim, Achronim, Zugot, Tanaïm, Amoraïm, Savoraïm, Géonim. C'est ça ton histoire. C'est une histoire où il n'y a pas de roi, où il n'y a pas de souveraineté, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de territoire. Il y a des Chachamim. Ve'en mukdam ve'meuchar b'Torah. Hein? Encore aujourd'hui, dans les yeshivot? Oui. Encore aujourd'hui, effectivement, il y a des yeshivot, oui, qui ont la même... Mais vu que c'est des yeshivot qui aujourd'hui évoluent dans un milieu qui est sensible à l'histoire, alors c'est de cette... Ils ont à qui demander. S'ils ont une question, la réponse elle est à côté. Elle est dans la faculté d'à côté, comprenez? Et ils y vont de ces facultés, naturellement. Voilà, ça dépend qui. Pardon? Ça dépend qui. Il y a des yeshivot qui vont demander à personne.
Et ces yeshivot, celles qui ont perdu le sens de l'histoire, c'est la seule chose aujourd'hui qui permet de dire que, par exemple, la mobilisation dans l'armée d'Israël, c'est la même chose que les cantonistes entre 1827 et 1856. Ça, pour dire une chose pareille, il faut une ignorance absolue, alors totale de l'histoire. C'est seulement à condition d'être bourve Haaretz en histoire que tu peux comparer ce qui se passe aujourd'hui avec le recrutement dans Tzahal avec les cantonistes du temps du Tsar. C'est seulement à condition d'une tabula rasa historique totale. Une personne qui a appris ne serait-ce que, je ne sais pas, un cours que je raconte je sais pas, à mon fils qui vient d'avoir 10 ans, pour lui, c'est déjà évident toute la différence qu'il y a. Toute la différence qu'il y a. J'ai rien à comparer. Et rien à comparer. Bon, maintenant, mais tout ça pour dire que ça a des avantages. Ne pas connaître quel marbedat, marbe machov. Alors ça, bien entendu, des avantages. Maintenant, c'est toutes ces choses-là qui sont véritablement les piliers, les briques avec lesquelles s'est construite notre conscience, notre identité nationale. Il faut l'admettre. Il faut le dire, pas l'admettre, il faut le dire. Il faut le dire, cela nous a été fourni, construit par les masculines. Par exemple, Nachman Krochmal. Il est né à Brody, fin 18e, il décède en 1840. Il nous donne la philosophie de l'histoire. C'est celui qui traduit Hegel en hébreu. Je le dis, c'est pas qu'il a trop dit, c'est pas qu'il a pris la phénoménologie de l'histoire, il l'a traduit. Non, c'est pas ce qu'il, non, pas du tout. Non, c'est lui qui a pris les concepts hégéliens et qui leur a donné une forme adaptée à l'histoire juive. Il prend son idéalisme, il prend ses concepts de peuple qui sont véhicules d'idées. Chaque peuple véhicule une idée qui, pour finit par être absorbé dans le climat, la culture, l'esprit universel, général, à toute l'humanité. Alors chaque peuple travaille son idée, il en est le porteur, et pour finir, quand cette idée finit par être intégrée dans le cosmos humain, eh bien ce peuple, il part sur la touche, et pour finir, il finit par s'éteindre. Et donc là, il y a cette idée qui est une idée très prégnante, pas seulement au 19e, mais surtout au 19e siècle, d'un stade au peuple où il y a un stade de naissance et d'ascension. Ensuite, il y a une étape véritablement d'apogée, Toda, où il prend l'initiative et il construit, et ensuite c'est le déclin, c'est la chute, et Toynbee, Spengler et beaucoup d'autres, ils disent que ça peut durer entre 500 et 1000 ans, et ensuite le peuple s'éteint. Bon, et puis naturellement, mais aussi pour Hegel, comme pour tous les autres, il y a juste une anomalie, c'est qui? C'est le peuple juif. Et quelle était l'idée dont était porteur le peuple juif, d'après Hegel? Monothéisme, de l'unicité du peuple. Mais bien entendu, Hegel, il dit, ils en étaient porteurs au niveau charnel, et nous, en Allemagne, Deutschtum, on en est porteurs au niveau, avec le christianisme, au niveau spirituel, etc. Maintenant, vient Krochman et écrit et prend l'essentiel de ses idées
et essaye de les appliquer au peuple juif. Je lui dis effectivement, le développement il est comme ça. Maintenant, il y a juste un problème. C'est que l'idée dont est porteur le peuple juif effectivement porteur de l'idée, c'est une idée infinie. Donc il la porte à l'infini. Et c'est un peuple éternel. Quelle est l'idée? L'idée de l'unité de l'unité de Akadosh Baruch Hu et du Kiyom. J'ai une question parce que la définition que vous venez d'apporter, c'est une définition, en fait, il y a une civilisation qui est associée à la pensée. Oui, une civilisation qui Une civilisation, oui. parce que des civilisations, par exemple, comme le bouddhisme, qui est présent dans différents pays, comme l'Inde ou la Chine, qui n'est pas une civilisation, mais qui a un courant de pensée, lui survit. C'est-à-dire que la définition que vous avez donnée, c'est quand même la définition d'une civilisation qui est associée à un courant de pensée. D'accord. Ok. Oui. Mais c'est quelque chose de fini. De fini, c'est ça. Du moment que ça fait partie, que c'est intégré par l'esprit général, eh bien, cette chose, elle parle. Bonne question pour l'Inde, pour la Chine, etc. Effectivement, bon, il avait quoi à dire à ce sujet, mais ce qui le préoccupait et ce qui le gênait, ce qui faisait d'anomalie dans sa pensée, c'était le peuple juif. Et Krochman de dire, mais non, tu comprends pas. Le peuple juif, c'est un peuple cyclique. Il prend ton cycle, il fait ce cycle, mais il fait effectivement ce cycle. Il y a à partir de la sortie d'Égypte jusqu'à division de l'Empire, nord-sud, et ensuite la chute. C'est un cycle. Mais ensuite, 70 ans après, on commence un autre cycle. Ça commence avec Zerubbabel, avec Nehemia, avec Ezra, et ça finit avec Rabbi Akiva. Ça a une apogée avec les Maccabim, avec le temple, avec les splendeurs, etc. Et ensuite, révolte, première, deuxième, 10 révoltes contre les Romains, Bar Korb, il y en a quelques autres après, peu importe, mais... Et ensuite, ça chute. Et ensuite, et encore une fois. Et ça reprend. Et ça reprend, et il dit, et vous savez quoi? Quand est-ce que ça va reprendre? Eh bien maintenant. Maintenant. La personne, il mort en 1840, et il dit, ça reprend. Où est-ce que ça reprend? On est à Israël. Pourquoi? Vous comprenez? C'est-à-dire, il prend la théorie de Hegel, il l'applique au peuple juif, auquel il accorde une idée absolue, de l'unité absolue, de la spiritualité absolue, c'est-à-dire une idée qui ne finit jamais. Le peuple juif, Am Olam, c'est-à-dire aussi peuple, Olam, éternel, mais aussi universel. Universel, c'est un peuple éternel, donc j'accepte Hegel, tes cycles, ton cycle, mais je m'excuse, chez nous, c'est perpetuum mobile, c'est un cycle qui se répète toujours. Et chose très intéressante, vous comprenez? Oui. Et, comment est-ce qu'il nous définit, Krochman? Comment est-ce qu'il nous définit? Il vit du 18e siècle, alors qu'on est en train déjà il écrit aussi beaucoup en Occident, on est en train de s'assimiler, de s'atomiser, de s'éparpiller entre les peuples, et il dit non, nous ne sommes pas une communauté religieuse. Nous sommes une nation. Nous sommes une nation. C'est phénoménal. J'allais dire presque phénoménologique, c'est phénoménal. Il parle de nation. En même temps que la révolution industrielle et en même temps que je sais plus, je crois que c'est le David de Pina, oui. Qui dit allez, il faut partir. Oui, c'est ça. Il parle. Qu'est-ce qui lui donne la force de parler de nation? Pourquoi? Parce que il parle dans les termes qui l'entourent. Et ce qui l'entoure, c'est le réveil des nations et le déclin des religions. Et il voit que l'avenir appartient maintenant aux nations. Ma définition collective se fait en termes nationaux, de langue, de souveraineté, d'État, etc. Elle ne se fait pas en termes de salut personnel ou etc. Krochman écrivait en quelle langue? Ils écrivaient, pour la plupart, ils écrivaient en hébreu.
C'est une chose très intéressante. Pour la plupart, ils écrivaient Théoda l'Israël en hébreu. Ils écrivaient en hébreu. Tous les masculines, à quelques rares exceptions près, ils écrivaient tous en hébreu. C'est-à-dire, là, on va le voir. Mais l'hébreu, il est passé d'une langue. Elle n'a jamais été. Elle n'a jamais été. L'hébreu n'est jamais véritablement décédé. C'est la langue de la prière, la langue des shoutim, de la réponse. Chez l'autre Tchouvot, c'était essentiellement en hébreu. Le vocabulaire Hein? Le vocabulaire qu'on a. Oui, il était pas encore. il était. Non, c'était un autre vocabulaire. C'était un autre vocabulaire. C'est pour ça, on était toujours un peuple diglossique, c'est-à-dire on parlait de langue. Il y avait la langue écrite, c'était la langue hébreu. Et même les langues empruntées, on les écrivait avec des lettres hébreux. Peu importe laquelle. Un ami m'a montré une Agada de Pessah, et je commence à la lire, je ne comprends rien. Non, ni arabe, ni yiddish, ni ladino, en perse. Il est venu en perse, judo-perse. Il avait, c'est-à-dire partout la langue était, la langue écrite était Aleph-Bet, les 22 lettres du Aleph-Bet, et le contenu, ça dépend de là où tu habites. Maintenant, la prochaine étape, c'est ce qu'on fait dans les masculines. On commence à écrire des œuvres, des essais, des articles, on écrit en hébreu. Qui va lire? L'intelligentsia. Les intellectuels. Et ensuite, et ça va être le débat dans les années 1880 entre Peretz Smolenskin, qui est aussi un des masculines centraux, on va en parler, dans Hachachar, qui l'a dit, et les réformés. Et la réforme. D'ailleurs, il faut le savoir, tous ces masculines, c'est des ennemis de la réforme. Ennemis de la réforme. Pourquoi? Pas parce que la réforme porte atteinte à la religion, c'est aussi les ennemis de la religion. Parce que la réforme porte atteinte au peuple. La réforme appelle à la dissolution du peuple. Une fois, on était quelque part, et puis c'était, je ne sais pas si vous connaissez, Tzvika Klein, le journaliste, qui est très bon journaliste, qui écrit dans Makor Rishon sur toutes les, etc., etc. Il faisait un reportage sur les juifs de l'Union soviétique, etc. Et il nous a appelés et il me demande, il dit, mais pourquoi est-ce que la réforme n'a jamais eu prise à l'Est, en Union soviétique aussi? Même maintenant, c'est tout libre, rien, jamais, cloum. Et puis, j'ai dit, ben en effet, ouais, c'est vrai. Je lui ai répondu quelque chose, mais ce n'était pas suffisant. Je lui ai répondu, pourquoi? Parce qu'on veut du sérieux. Les Russes, ils sont sérieux dans ce qu'ils font. La réforme, c'est pas du sérieux, c'est stam. Mais il y a une réponse qui était plus juste. Je ne l'ai pas dit à l'époque, il m'interviewait à 2h du matin. Mais la réponse la plus juste, c'est que les masculines, ils n'étaient pas contre le peuple juif. Ils étaient pour le peuple juif, ils voyaient les yeshivot dans la forme dans laquelle, et les chassidismes et l'orthodoxie dans la forme dans laquelle elle existait à l'époque, comme une entrave au développement du peuple juif. C'est-à-dire, contrairement aux réformés qui voyaient dans tout ce qu'il y avait de juif une entrave à notre entrée de plein pied dans la civilisation germanique, eh bien là, ce n'était pas du tout le cas. On veut développer le peuple juif. Maintenant, vous, les réformés, vous voulez les détruire, alors on va lutter contre vous. Vous comprenez? Bon, ça c'était une parenthèse, mais c'était très important. Parenthèse très très importante. Et maintenant, on revient. Il y avait un débat au sujet de la langue. Peretz Smolenskin, jusqu'en 1881, comme beaucoup d'autres, il disait le peuple juif est un. Il y a un peuple. Mais quoi? Un. Ils disaient un. Ils disaient un. Ils n'avaient pas de terre.
Non, il est un par sa langue. Par laquelle? L'hébreu. Qui peut-être n'est pas parlé, écrite, mais pas parlé par la majorité des juifs, mais il est un par sa langue. Et il y avait un débat véritablement. Et les réformés disent, mais on n'est même pas un peuple, pourquoi on a besoin de langue? Une religion, ça n'a pas de langue. Un peuple, ça a une langue, mais on est dans le meilleur des cas une religion et on voit de dissolution. Et il dit, mais non. On est un peuple, c'est pour ça qu'on a besoin de langue. C'est pour ça qu'on a reçu une langue. C'était un débat, et c'était le débat qui, alors qu'il était mené véritablement je crois que c'est à cette époque qu'il s'est rencontré à Paris avec Ben Yehuda, très jeune, avant son alia. Ben Yehuda, c'était le seul maskil à avoir fait son alia, même avant la première alia, en 1881. Il est déjà venu en Eretz Israël, à Jérusalem. Et Ben Yehuda est allé encore plus loin que Peretz Smolensky. Au niveau de la langue, je m'excuse, je fais un peu un mélange entre les personnages, mais je préfère être fidèle au thème, langue et mélanger les personnages que l'inverse. Ben Yehuda a dit, c'est pas suffisant de transformer l'hébreu en une langue littéraire, en une langue écrite. En une langue, pourquoi? Parce qu'elle va être écrite. Mais une langue écrite n'est pas encore... si elle est écrite, ça ne veut pas dire qu'elle est encore vivante. Pour être vivante, elle doit être parlée. C'est-à-dire que pour faire renaître la langue, on doit faire renaître le peuple. Ça va quelque part comme ça. C'est ce qui va redonner vie à la langue. Pour que la langue puisse vivre, eh bien, il faut qu'il y ait peuple, etc. Bon, j'exagère, bien entendu, les deux allaient ensemble, mais il dit, il faut la transformer en langue parlée. C'était quelque chose, on l'a vu, par exemple, le Rav El-Kalai, pour lui, c'était une chose très importante aussi. De transformer, Mevasrei Tzion. Il y avait des personnes comme ça, on les trouve pas, mais les rabbins aussi. Mais l'essentiel, ma piton, yiddish. Yiddish ou quoi que ce soit d'autre, yiddish, non, l'hébreu, là, ma piton. Maintenant, Peut-être la peur. lequel? Il y a un article très intéressant dans Jérusalem Post sur le Rav El-Kalai, et le grand-père de Herzl était très proche du Rav El-Kalai. Oui. Très intéressant. Le grand-père, ça il faut lire, encore une fois, il faut lire le livre de Dr. Yitzhak Weiss, relecture de Herzl, où il raconte effectivement toute cette histoire que Shimon Leibel, Herzl, était le gabay dans la Keila de Zemlin, dans la communauté du Rav El-Kalai, et il est décédé lorsque Herzl avait 18 ans. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose, un personnage mythique. Non, Herzl l'a connu, il a passé ses étés avec lui, et beaucoup d'idées, toutes les idées du Rav El-Kalai qu'on trouve sur le Rav El-Kalai, qu'il faut s'organiser au niveau politique, qu'il faut s'adresser aux Britanniques, qu'il faut mener un combat diplomatique, politique, pour obtenir Eretz Israël, etc., eh bien, ces idées, c'est pas par hasard aussi qu'on les retrouve chez Herzl quelques années après. Oui. Mais quand même, si on veut voir l'influence sur les masses de ces idées, il faut l'admettre, elles sont venues des masculines. Elles sont venues des masculines. Il y a encore quelques autres idées qui sont venues des masculines. Je voudrais en appeler, parler d'une. Vous lisez, je ne sais pas, Yalag, Yehuda Leib Gordon. Son plus fameux poème, qui a plus de 700 vers, c'est Kotso Shel Yud. Kotso Shel Yud. Le tchoupchik du Yud. Une histoire
avec une fille qui s'appelle Batchoua, qui est donnée en mariage à un étudiant de yeshiva complètement incapable, etc., qui lui donne deux enfants et qui part quelque part, qui la laisse parce qu'il est incapable de gagner sa vie, gagner son pain, d'assurer, etc. Alors il part outre-mer, il la laisse seule avec ses enfants, elle doit travailler, elle doit ouvrir, je sais pas, vendre au marché, et tout d'un coup arrive le Don Juan, le grand Juan, masquille bien entendu, et il la séduit, elle tombe amoureuse, etc., etc. Elle appelle son mari, elle le trouve, et dit envoie-moi un guet. Il lui envoie, bien entendu, il lui envoie un guet, etc. Et puis le rabbin du lieu, il dit non, c'est un guet. C'est un guet qui ne marche pas. Pourquoi? Parce que le yud, là, le yud est pas suffisamment bien écrit, donc ton nom, Batchou, etc. Ben non, tu peux pas. Et finalement, elle se suicide, et tout le monde se suicide, enfin, peu importe, etc. Maintenant, bon. Roméo et Juliette, Roméo et Juliette. Il faut savoir, il y a des gens qui ont dit que ce récit, Al-Kutso Shel Yud, c'est l'Eidat HaChiloniut. C'est la naissance du Chiloniut. Il y en a qui disent non, c'est Spinoza, il y en a qui disent peu importe. C'est ce récit-là. Pourquoi? Parce que c'est un combat livré au Rabbanim. C'est un combat livré à la Rabbanout, avec bien entendu beaucoup d'exagération, avec etc., mais qui voit dans les Rabbanim quelque chose, je vais le dire de manière très simple, quelque chose qui nous immobilise. Qui immobilise. La réticence à passer à la langue parlée, ça venait aussi des rabbins, parce que c'était la Shana. On n'avait pas le droit d'utiliser comme profane. Oui. Bien entendu, c'est outré, bien entendu, c'est exagéré, mais il y a ici une critique qu'il voit dans l'establishment des rabbins quelque chose qui nous empêche de faire le prochain pas. Vous comprenez? Ken? Oui, alors maintenant si les masculins ils écrivaient en hébreu entre eux, comment ils ont influé sur le peuple, sur les masses? Comment les idées sont par leur relais, par leurs intermédiaires. Leurs intermédiaires, c'était les intellectuels de Odesse, de Bobrouïsk, de Saint-Pétersbourg, de Moscou, pour ceux qui avaient le droit de résidence là-bas, comprenez, de Shklov. Il y a beaucoup d'endroits où c'est masqué, de Grodny, de Brody, etc. Vous comprenez, où il y avait, et ensuite, les étudiants. Les étudiants sont tous de l'Est, ils ne sont pas tous de l'Europe. De l'Est. Ils orientaient pour... En Europe, les masculines, ils étaient d'une autre souche. Vous comprenez? Les masculines, pour finir, en Europe, ils... dans le meilleur des cas, Wissenschaft des Judentums, la science, c'était des obsèques honorables au peuple juif. On avait une très grande culture, naturellement. On avait une halakha qui a devancé. Maintenant, c'est fini. Mais, vous comprenez? C'est-à-dire, c'était les sciences pour ensevelir avec un bon, comme ça, un darta, une pierre tombale, etc. Vraiment, les masculines qui venaient de Russie, qui venaient de Pologne, etc., ils étaient très, très critiques, par exemple, de Moshe Mendelssohn. Et Moshe, mais qu'est-ce que tu fais? Tu dis que le but unique de la Torah, c'est de l'orthopraxie, c'est de nous dire comment nous conduire, dénué de pensée, dénué de sens, c'est ce qu'il dit. C'est ce que Moshe Mendelssohn dit. Et qu'est-ce que tu nous laisses? Tu nous laisses démunis. Moshe. Tu nous laisses sans rien. Tu nous laisses désarmés. Tu as transformé notre patrimoine religieux en un clirec, une clipa, comment dire clipa, une écorce, en une écorce vide. En une écorce vide. Et dès la deuxième génération, sur ces 5 enfants, il y en a 3 ou 4 qui se sont oui, convertis, oui. dont le
musicien Bartoli. Dont le musicien avait changé son nom. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ce que disent les maskilim de l'Est, ils disent non, on ne va pas vider de son substrat, de son sang, de son jus, notre patrimoine religieux. Non, non, non. On va le traduire dans les termes nationaux. On va baser notre nationalisme, notre idée nationale, notre stratégie de renaissance nationale sur ce qu'il y a dans notre patrimoine religieux. Vous comprenez? Notre patrimoine religieux, il est en hébreu, il est complètement axé sur Eretz Israël. Il ne s'intéresse qu'au peuple, Am Israël, Am Zgoula, Am Nifra, à l'alliance. Tout est là. Maintenant, il faut le traduire dans des termes, des lumières, dans les termes politiques actuels. Mais on ne va pas vider tout cela. On ne va pas le jeter. Au contraire, vous comprenez? On va prendre la Torah et en faire une constitution nationale. Constitution nationale du peuple juif. C'est suffisamment clair? Au niveau communautaire, qu'est-ce que la Torah nous apporte? Pas grand-chose. Des rituels. Des rituels qui sont des dérivés de ce qu'on a dans la Torah. C'est ce dont ont besoin les juifs allemands. Mais nous, en Russie, on a besoin d'autre chose. On a ici les masses, on a ici les millions. On vit, on se lève le matin, on voit que des juifs. En Allemagne, c'est plus comme ça. C'est comme un ami à moi qui était envoyé, qui était émissaire en Allemagne. Alors, il était à Francfort, il a très mal pris. Et puis, je lui ai écrit, non, comment ça va? Il me répond, les Allemands dans la ville. Vous comprenez maintenant? Les Allemands dans la ville, maintenant en russe, c'est intraduisible en russe, mais les Allemands dans la ville, ça veut dire, c'est fichu, tout est occupé. Vous comprenez? Ils ont occupé. C'est un problème, il écrit de Francfort, peu importe. Les Allemands dans la ville. Tu attends qui est... Les Allemands dans la ville. Mais quand on se lève et on va dans la rue, dans la zone de résidence en Russie, on voit que des gens comme nous. Partout en Russie? Partout en Russie. Vous savez, qui c'est qui l'écrit? Je crois que Peretz Smolensky. Peretz Smolensky, il écrit une chose fantastique. Il y en a qui disent, soit Lilienbuhl, soit Smolensky, je ne sais pas. Non, ni l'un ni l'autre. Slicha. Un auteur yiddish. L'auteur du Dibouk. Ansky. Ansky, il dit au sujet de notre compréhension, ouais, il y en a qui nous appellent un peuple martyr. Un peuple qui est tenu par la souffrance. Ils n'y comprennent rien. Nous sommes un peuple qui est fasciné par sa valeur. Et c'est ce qui nous donne la force de soutenir toutes ces souffrances. Nous sommes fascinés par ce que nous sommes. C'est comme ça qu'ils disent. Nous sommes tellement fascinés par ce que nous sommes qu'on est prêt à l'abandonner à aucun prix. Alors eux, ils voient l'aspect extérieur. Qu'on prend des baffes, qu'on prend des pogroms, etc. Mais ils ne comprennent pas pourquoi on accepte ça et on n'est pas prêt à renoncer à ce que nous sommes. Parce que nous sommes fascinés par ce que nous sommes.
Ansky, Shalom H, Shalom Aleichem, tout ça, ils écrivaient en yiddish, mais ils étaient épris d'un amour fervent pour leur peuple. Ils voyaient de l'intérieur. C'est comme quelqu'un qui voit, il y a je sais pas, des chassidim qui sont en train de danser, il voit, il y a une glace qui bloque complètement le son, et ils sont fous ceux-là. Qu'est-ce qu'ils sont là en train de sauter, de faire des gestes? Ouais, tu comprends rien. Tu comprends rien, essaie de te mettre au centre, essaie d'entendre, essaie de voir, essaie de comprendre le centre. Et pourquoi à l'Est il y avait cette espèce d'esprit là qui était différent de celui de l'Europe? Il y avait la masse, il y avait les masses, il y avait une force d'esprit, bien sûr qu'il y avait une misère, mais ce n'est pas la misère qui nous définit. C'est notre force spirituelle intérieure. Et elle était invraisemblable. Elle était invraisemblable. C'est d'une puissance. Là, entendu, on peut rajouter à ça l'antisémitisme, que les Russes ne recevaient pas, etc. C'est très bien. Mais il y avait effectivement une communauté, même lorsqu'elle était, elle a commencé à se lézarder à cause des cantonistes, etc. Mais il y avait une arvout, une solidarité. Ça, en France, combien on était à l'époque? C'était 25 000, dispersés en 4 communautés, Alsace, Paris, Avignon, Sud-Ouest, Bordeaux, etc. Il faut l'image. Tu ne peux pas tenir quand tu es à peine minyan dans ta kihila. En Allemagne, on était plus, mais la philosophie allemande nous a pénétré, nous a pourri tellement que on n'a pas trouvé réponse. Il y a un endroit où on a trouvé réponse, ça n'a pas tenu. On en a parlé, Shimshon Raphaël Hirsch, au Francfort, les autres. D'ailleurs, ceux qui venaient de l'Est, dans l'Allemagne, pour la plupart, ils pourrissaient aussi. Dans les universités, dans Marburg, Iéna, Berlin, Bonn, etc., ils nous... Comment dire... vu que la philosophie, la marchevet, dans les yeshivot, on n'étudiait pas Moreh Nevuchim. On n'étudiait pas le Sefer Haïkarim du Rav Albo. On n'étudiait pas le Kuzari. On n'était pas armé au niveau conscience, au niveau philosophie. On n'était pas armé. Tu ne peux pas opposer Elchot Shabbat à la phénoménologie hégélienne ou au kantisme. Ça va. Il y avait combien de juifs à l'époque en Russie? En toute la Russie? Dans toute la Russie, fin 19e siècle, 5 millions. Il y avait 5 millions? Bien sûr, il y avait 5 millions. D'après le recensement de 1897, 5 200 000 juifs. En Russie? En Russie. Sans l'Ukraine, sans tout ça? Non. Comment ça? Il n'y avait pas de... Arrêtez l'Ukraine. L'Ukraine, ça n'a jamais été... C'est seulement aujourd'hui que quelqu'un a réinventé l'Ukraine. Ça n'a jamais existé. Ah, tu disais pas ça? Tu disais pas ça quand vous avez gagné l'Eurovision? Tu étais très fier. Ben ça, l'Eurovision. L'Ukraine, ça fait 25 ans qu'elle essaye de se réinventer et elle n'a pas toujours parlé. C'est le pays le plus corrompu de l'Europe de l'Est. Et je ne le dis pas par amour de Russie. Non, ne craignez pas. Mais tu vois ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce qu'ils font en Crimée, ces Ukrainiens? C'est pas eux. Peu importe. Non, mais il y a que l'Europe de l'Ouest qui, pour ces raisons politiques, qui sont là. Mais Poutine, qu'est-ce que tu as fait? Mais Poutine n'a rien fait. Il s'est réapproprié ce qui a des temps ancestraux et faisait partie de Russie. Il fait, ah bon, qu'est-ce qu'ils font là, les Ukrainiens? Mais et essayez de voir quel zéro, je le dis à dessein, il se retrouve Bender, Khmelnytsky, etc. Vous en avez des zéros. C'est-à-dire antisémites, pogrom, Chik Petlur et compagnie.
Et les auxiliaires des nazis. Pardon? Et les auxiliaires des Oui, ou pas, oui, l'armée populaire d'Ukraine. Et oui, aux côtés de qui elle a combattu? Et qui Toda sont Rabba. vénérés. Pardon? Khmelnytsky est Oui, vénéré. oui. Enfin bon, c'est plus complexe que ça, mais peu importe. C'est-à-dire, à l'époque, il y avait uniquement la Russie, il n'y avait pas la Pologne non plus, à quelques exceptions près. Il n'y avait pas la Moldavie, il n'y avait pas tout ça, c'était la Russie. C'était la Russie, etc. Ça appartenait à la Russie. C'est fini. C'est fini. C'était, donc, bien entendu, c'est pas la Biélorussie, naturellement, ni les pays baltes, pour la plupart, etc. C'était tout cet espace entre la mer Baltique et la mer Noire, où vivaient les Juifs, plus de 5 millions. Qu'est-ce que Raga et Foïti? Non, je n'ai pas. Raga. Et par rapport à l'Europe, les deux masculines, les juifs allemands. Il y a fait Toda. Lorsque les Juifs de l'Est arrivaient dans ces universités, pour la plupart, ils continuaient à respecter le Shabbat pendant quelques mois encore. C'était la philosophie, la critique de la raison impure, etc. Elle était tellement forte, était tellement puissante, qu'à de rares exceptions près, comme Nechama Leibovitch, Zecher Tzadika Livracha, eh bien, ils étaient phagocytés, quoi. Ils étaient avalés, ils se laissaient prendre. C'était une puissance philosophique, scientifique telle que, à un niveau individuel, tu tenais très très difficilement le coup. La France aussi, c'est un peu la même histoire. C'est ça. C'est-à-dire, en Russie, la Russie, eh bien, la science en Russie à l'époque n'était pas trop développée, la littérature, oui, la poésie, eh bien oui, ça marchait, mais en Russie, il y avait quand même beaucoup de conditions différentes. C'est qu'on était contenu dans notre milieu, et même si notre patrimoine, eh bien, à force de galoute, on avait pris quelques coups, eh bien, c'était suffisant pour nous donner la fierté d'appartenir à ce peuple, etc., et ne pas vouloir devoir s'assimiler. Et quand les masculines voulaient s'assimiler, eh bien, il y avait les pogroms de 1870, 1881, 82, et à ce moment-là, vous voyez tous ces Smolenskins, tous ces Pinsky, tous ces Lilienblum qui changent de philosophie et qui, au lieu de prêcher uniquement ou essentiellement tolérance, etc., eh bien, ils commencent à prêcher Eretz Israël, Aliyah, Lilienblum. Pourquoi ne pas racheter Eretz Israël aux Turcs? Smolenskin, qui dit 14 millions de juifs, eh bien, Eretz Israël pourra les nourrir. C'est Smolensky qui le dit. Comment dire, s'appuyant sur des recherches britanniques. Vous comprenez? C'est ce qu'il dit. C'est-à-dire que c'est pas que les maskilim russes étaient toujours les grands nationalistes. Non. Il y avait une époque, jusqu'en 1881, où, comme on dit, ils sont allés dans le peuple. Les narodniki, Narodnaya Volia, Ken, la volonté du peuple, ils sont allés dans le peuple russe, ils voulaient prouver qu'ils étaient productifs dans le peuple russe, etc., etc. Mais lorsque le peuple russe les a trahis en 1881, et pas seulement le peuple, on va dire, c'est de ce moujik, qu'est-ce qu'il peut dire? Non, les intellectuels, l'intelligentsia russe qui a vu dans ce réveil, dans ces pogroms, un réveil national salutaire du peuple juif, et bien là ils ont dit, ok. Du peuple russe? Pardon? Du peuple russe? J'ai dit quoi? Du peuple juif. Du peuple russe, oui, bien entendu, etc. Eh bien, là, ils ont tout compris. Ils ont tout compris, et là, on en a parlé, déjà, ils sont revenus dans les synagogues, et ils ont dit, Mamash, Khatan ou Pachan, Kipshuto, avec leur karal, c'est-à-dire que même
venu des maskilim. Vous en avez parlé en Russie, il n'y a eu jamais de Austrittsgemeinde. Richtig? De communautés séparées. Il n'y avait pas de communauté qui se coupait de la nation, du peuple juif. Personne ne se coupait des maskilim. Et lorsque les maskilim voulaient venir à la synagogue, ils disaient Yalla, Kadima, Tagit Kadish. T'allais la Torah. Il n'y avait pas quelque chose. Non, nous faisons partie de deux peuples différents. Comme c'était le cas en Allemagne, comme c'était le cas en Hongrie, sur certaines parties de la Hongrie, comme c'était le cas dans beaucoup d'autres endroits. C'est quelque chose, non, cette zéout, cette identité nationale, à force de masse et aussi de tout ce que j'ai dit, eh bien, elle était aussi très forte dans l'empire russe. Mais je veux revenir à une autre chose. Il y avait dans la critique des maskilim du monde religieux quelque chose qui l'a forcé à s'épurer. Comment s'appelle l'œuvre essentielle de Hans qui a été mise en scène, qui est mise en scène, ça fait presque 100 ans qu'elle est mise en scène, par le Habim et partout ailleurs. Dibouk. Le Dibouk. Vous ouvrez la Torah, vous cherchez dans la Concordancia Dibouk, vous ne trouvez pas. Il y a Dibouk Raverim, mais pas dans le Tanakh. Il y a Dvekut, il y a Davak. Dibouk, vous ne trouvez pas. Vous ouvrez la Mishnah, je ne sais pas, j'ai pas vu, peut-être que j'ai passé à côté, mais j'ai pas vu le terme Dibouk. La Gemara, le Talmud, je ne sais pas, je ne trouvais pas. Enfin, en tout cas, dans toutes les. Je n'ai pas tout étudié, hein, loin de là, mais dans toutes les masertot que j'ai jamais, si je me rappelle bien, jamais rencontré le terme de Dibouk. Vous rentrez dans le shtetl, un élément central de l'existence, c'est le Dibouk. C'est quoi, ça leur faisait. C'était quoi? C'était un étendard? Des croyances populaires. Non, c'était les croyances. Donc pourquoi tu as besoin, tu as quelque chose, tu as mal à la gorge, c'est un Dibouk. Tu as mal au ventre, c'est un Dibouk qui m'a pénétré. Alors tu vas pas voir le refait, tu vas pas voir le médecin, tu vas voir le rabbin pour qu'il te fasse faire des exorcismes. Il faut faire des exorcismes de gymnastique. Même dans les pays arabes aussi, il y avait ce côté bien genre, entendu, oui, Khamsa, etc. Oui, c'était bien sûr, et c'était très central. C'est-à-dire, c'est une femme qui est là, qui est tombée amoureuse, mais le père n'est pas d'accord qu'il épouse, etc. Alors, il en meurt, et puis ensuite, elle va pleurer sur sa tombe dans le cimetière, etc. Et alors qu'elle est forcée à se marier à quelqu'un d'autre, tout d'un coup, l'esprit de son amant qui est mort, et il est pam. Alors vient le rabbin, il lui dit fous le camp. Et alors, d'une voix d'homme, il sort de sa il dit je pars pas. C'est ça, je pars pas, je la quitte pas. Et elle non plus, elle veut pas qu'il la quitte. Alors, c'est-à-dire, c'était un monde qui avait besoin d'être épuré de toutes ces superstitions. Il y avait énormément de superstitions. Pardon? Bachet des Zinger, Bichlal. Tout ça, c'est ça. Mais vous comprenez, c'est que Ansky, Sholom Aleichem, H, Zinger, etc. Ils décrivent tout cela, mais malgré toutes ces superstitions et tous ces dibouks et shmibouks, ils parlent du shtetl avec un amour invraisemblable. Beaucoup d'amour. Pourquoi? Parce que j'aime mon peuple. Ils n'ont pas honte de leur peuple. Ils ont du dibouk, mais pas du peuple. Ils ont des superstitions, ils veulent en défaire. Et ça,
Et ça, c'est une chose très importante. Et il y a encore une chose. Il y a encore une chose, c'est Pinsker qui le dit. Pinsker, qui est aussi un maskil, qui est aussi un médecin, qui a aussi commencé sa carrière de médecin lors d'une épidémie de choléra dans l'armée russe, et qui était médecin dans l'armée russe, qui a prouvé qu'on pouvait être médecin dans l'armée russe, et tout d'un coup, bah, arrive les pogroms, et il comprend qu'on ne peut plus être médecin dans l'armée russe. Alors il revient, il devient à la tête du mouvement Chibat Zion, Chobevei Zion, et quel est son principal chef d'accusation contre la religion? La passivité. Ils sont passifs et ils appellent à la passivité. Hashem Yazor. Mina Shamayim, etc. En fait, c'est que quand il commence à sortir un petit peu des shtetl, c'est là où il commence à se réveiller, Oui, concrètement. oui, oui, oui. C'est-à-dire, vous ouvrez un pogrom à Starokonstantinov. Comment est-ce que les juifs se révoltent? Ils prennent un juif qui a été assassiné, ils écrivent une doléance signée par les chefs de communauté, les rabbins, etc., etc. Ils la plient, mettent dans une enveloppe, la mettent dans les mains du juif mort, et dit tu la portes à Kadosh Baruch Hu. Je blague pas, Khaverim, je blague pas. Vous comprenez? Ah ouais, c'est grave. Vous comprenez? Et vous avez. Vous avez. Non, mais vous avez. Comment. On en a parlé. Comment est-ce qu'on a parlé de Echad? Comment est-ce que Echad est devenu Echad? On en a parlé, n'est-ce pas? Hein? Oui, oui. Oui, oui. Vous savez l'histoire. Répétez. Il était d'une famille chassidique. C'était pas seulement le cas qui était avec lui. Et il avait un grand-père qui était un très très grand ami. Et puis, dans sa cour chassidique, eh bien, le Admor est mort. Et donc, ça passait, le relais est passé à son fils. Maintenant, le fils, il avait. Non, il n'avait pas 13 ans. Il avait, je sais pas, il a eu 7, 8, 9 ans. 7, 8, 9 ans. Vous connaissez l'histoire. Alors bon, il faut voir. Il faut rendre visite à son tzaddik. Alors il y a ce grand-père qui prend avec lui Asher Ginsburg, viens avec moi, qui va recevoir la bénédiction du tzaddik. Et le tzaddik, qui est d'environ 70 ans, l'aîné du grand-père de... Plus jeune. 70 ans plus jeune. Pardon? L'aîné, le cadet, pardon. Le cadet. Le plus jeune que le grand-père de Khada'am, avec toutes ses connaissances, tu dois te renforcer dans ta crainte de Dieu. Alors là, il y a Asher Ginsburg, Khada'am, il voit ça, et moi je joue pas à ce jeu. C'est ridicule. Le grosseur tzaddik. Hein? Le grosseur tzaddik. Le grosseur tzaddik. Vous comprenez? Comment est-ce que c'est comme ça? À grosseur tzaddik. Hein? Et donc, il y avait toutes ces dérives du monde orthodoxe, du monde chassidique, dans la superstition, dans l'immobilisme, dans la passivité, dans les dibukim, etc., à côté de très grandes yeshivot, qui étaient libres de cela peut-être, mais le monde en tant que tel, le monde juif, il est présent. Il y avait les maskilim qui ont pris le courage de dire vraiment, alors, Adkan. Alors très souvent c'était poussé à l'extrême, très souvent ils voulaient jeter le bébé avec l'eau du bain, etc., etc. Mais la critique, elle était justifiée. Et elle était là. Et c'est une critique qui appelait au réveil, c'est une critique qui appelait à faire quelque chose. Pourquoi? Parce que les rangs des yeshivot, au fin du 19e siècle, ils se vidaient. Ils se vidaient, on n'en parle pas.
Mais les gens quittaient les yeshivot. Pas seulement parce qu'il y avait poursuite et parce qu'il y avait, comment dire, les édits du tsar, etc. Non. Parce qu'il y avait l'appel de quelque chose de plus idéaliste qu'on trouvait dans les yeshivot à l'époque. De beaucoup plus idéaliste. Et encore une fois, ces maskilim de l'Est, ils faisaient cela, leur but, c'était pas pour prouver au peuple russe comme on était gentil et comme on était joli. Le but, au bout du compte, c'était de revivifier le peuple juif. Et pour le revivifier, pour le régénérer, eh bien, il disait, il faut lui redonner sa langue, il faut lui redonner sa terre. Vous lisez, par exemple, le plus grand historien de l'époque, juif, Heinrich Gretz. Alors, il est d'origine pas russe, mais son livre était le plus populaire en Russie. Il était beaucoup plus populaire parmi les maskilim. Son livre sur l'histoire juive, histoire des juifs de l'Antiquité à nos jours, beaucoup plus populaire que parmi les juifs allemands. Les juifs allemands, bien qu'il enseignait chez le Rachar Hirsch, ensuite il enseignait à Berlin, mais les autres, ils disaient, on n'a pas besoin d'histoire, notre histoire, l'histoire allemande. C'est pas, nous, un peuple, on n'a pas d'histoire, on l'a dit. Et ces livres étaient lus. Le premier chapitre de son livre, comment il s'appelle? De quoi il parle? Eretz Israël. Il y a ta normal, et Eretz Israël, ça fait 2000 ans qu'on est en exil. Ma Eretz Israël. Eretz Israël. Parce qu'en tant que maskil, qui voit, qui adopte les catégories des nations dont il comprend que sans terre, on est des SDF, quoi. On est rien. Vous comprenez? C'est pour ça, il lit, et il écrit, vous savez, il écrit du 19e siècle, milieu 19e siècle, il écrit, je ne sais pas, 12 tomes de son truc. Et en tant qu'adepte de Eretz Israël, naturellement, lui, bien que juif allemand, qui écrit en allemand, qui parle allemand, lui, il n'écrit pas en hébreu. Il rejette complètement la réforme. Pourquoi? Parce qu'il voit en tant que quelqu'un qui est sensible et connaisseur de l'histoire juive, eh bien, il sait que cette histoire, elle va reprendre son cours tôt ou tard. De qui vous parlez là? Gretz. Henri Heinrich Gretz. Et ensuite, eh bien, il y a eu tous les autres historiens, le plus célèbre Dubnov. Vous comprenez? C'est-à-dire, aujourd'hui, enfin, je suis dans le monde de l'éducation, par exemple, je travaille avec les juifs qui sont en Union soviétique. Comment est-ce que je leur fais reprendre leur fierté nationale en leur racontant leur histoire, l'histoire juive, en racontant l'histoire juive. Quelle histoire? Les juifs. Elle commence où? Notre histoire. Non. Je la fais à l'envers. Je la commence par les Refusniks et par les Assyriens de Sion, et ensuite, en reculant, et arrivant à Abraham. Okay. Effectivement. Mais, ouais. Je sais pas pourquoi, parce que c'est ça qui est effectivement les briques avec lesquelles une personne se construit son identité nationale. C'est le premier refusnik avant. Pardon? C'est le premier refusnik. Oui, c'est le premier refusnik. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que toujours quand on a des shiurim, haredim, on vous dit que c'est les masculines qui ont amené la réforme.
la synagogue réformée. Oui, mais là c'est pour ça que je dis fais la différence entre l'Ouest et l'Est. Oui, mais il faut pas la différence. C'était tous les masculins. Ah, ok, c'est bien. Quand vous ne connaissez pas l'histoire, c'est très facile. Ça peut vous pouvez manipuler à droite, à gauche, comme de rien. Oui. Oui. Mais si masculine, c'est une contradiction du monde orthodoxe. C'est logique que dans les milieux racidiques, on pense que c'est réformiste. Non, c'est logique qu'on s'oppose à eux. Oui. Qu'on s'oppose à eux. Mais pourquoi en faire des réformistes s'ils n'étaient réformistes que dans certains cas particuliers? Alors qu'en fait, ils avaient une recherche identitaire. Alors que quand on va à l'Est, c'est absolument une recherche identitaire. C'est-à-dire c'est une lutte contre l'orthodoxie, mais au sein du camp juif. Pas au sein du camp goy contre les juifs. Ouais. C'est une recherche identitaire avec une contradiction du monde orthodoxe. En Autriche, effectivement. En Autriche, le monde orthodoxe ne nous permet pas de nous développer. Ne nous permet pas de refleurir, vous comprenez, de reparler, de nous défendre même. Pour nous défendre, pour prendre les armes à la main, on a besoin d'être sorti de la yeshiva, d'avoir quitté la yeshiva. Vous comprenez, c'est une chose sidérante. Vous lisez les récits, les récits de fin du 19e siècle, des gens qui parlent par exemple comme Atlas, Chaim Grad, l'écrivain hébreu fantastique, il parle de Atlas, comment il vient dans la yeshiva de Novard, comment il quitte la yeshiva, qu'est-ce qu'il fait là. Ouais, regarde, j'ai perdu le fil. Bien. D'accord. Reposez votre question. Non, je dis Masquerim, c'est une recherche identitaire avec une contradiction du monde orthodoxe. Effectivement, c'est une recherche identitaire qui ne trouvait plus dans la yeshiva. Il ne trouvait plus dans la yeshiva. Dans la yeshiva, quand tu as des problèmes, il raconte le cas, par exemple, de son héros. Il vient et dit, j'ai entendu qu'il y a une yeshiva où ils ont vaincu le Yetzer Hara. Yeshiva du Moussar, ils ont vaincu le Yetzer Hara. Alors bien entendu, je vais là-bas. Et puis je vois, non, le Yetzer Hara, il est là. Et chez moi, c'est le méga Yetzer Hara. Alors je viens voir le Rav et je lui dis, vous savez, j'ai une question. Oui, non, vous imaginez pas quelle question. J'ai un doute au sujet de l'essentiel. Est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il n'y a pas Kadosh Baruch Hu? Quelle est la réponse? Non. Va te marier. Va te marier, point de fin de la colistadère. Alors, ça peut marcher dans certains cas, ça peut marcher avec ceci, avec cela, avec ça. Mais lorsque vous avez des personnes qui ont véritablement des aspirations spirituelles en soi, ça ne marche pas. Non, ça marche pas en mer. C'est-à-dire que la yeshiva, à un certain moment, elle ne donne pas réponse à cela. Le Rav Kook le dit aussi. Il en parle aussi, il le dit en d'autres termes. Mais Maharador, dans l'article sur la génération et dans beaucoup d'autres articles, il le dit, c'est ce qui se passe. Les yeshivot ne relèvent plus le défi de la génération. Et c'est ça. Alors, on va relever ce défi hors des yeshivot. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin de faire avancer l'histoire, de faire avancer le peuple, de lui faire prendre le chemin du retour sur sa terre. Et donc là, il faut dire que les masculines, ils ont des actions, des ménayotes énormes dans la Géoula d'Israël. Énormes à ce niveau. À ce niveau, ne serait-ce que pour avoir pris son destin entre ses mains. Avec des erreurs, avec des dérapages, énormément de dérapages, avec des critiques qui étaient absolument inadmissibles, etc. Mais maintenant, si on laisse de côté, il y a suffisamment de temps
qui a passé pour qu'on laisse de côté les rivalités, etc., les disputes, pour voir que c'était un apport invraisemblable. C'était un apport très puissant et auquel on est redevable. On ne peut pas le laisser. Ah, s'ils n'étaient pas là, tout serait bien passé. Rien ne serait passé s'ils n'étaient pas là. Et aussi, vous lisez, vous lisez, c'est chez Smolensk, qui disait, mais Khaberim, votre temps, il y a le compte à rebours maintenant pour les Juifs d'Europe. Il faut déguerpir. Et qu'est-ce qu'il dit? Il continue. Et pas déguerpir aux États-Unis. Non. Parce qu'aux États-Unis, il vous attend la même chose, peut-être avec un peu de retard. Peu importe. Il le disait à l'époque? Pardon, il le disait à quelle époque? Il le disait dans les années 80 du 19e siècle. Et même avant. Dans Ashachar, ça paraît de 1868, si je ne me trompe pas. Il le parle, il n'est pas le seul. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il a lu Gretz, parce qu'il a lu Dubnov, il écrit tout ça, parce que lui aussi il a étudié, il regarde, il voit ce qu'il y a aux alentours, il n'est pas renfermé dans sa métaphysique. Les débuts de la Yeshiva Vologine, c'est à peu près à la même époque. 1806. 1806, 1891, et ensuite elle a réouvert, mais bon, c'était pas la même chose. Emma Yeshivot, oui. Mais quand on parle de Yeshivot, il faut savoir que dans tous les Yeshivot, 1000 étudiants, 1000, Ken, Tel Shai, Lubavitch, Volozhin, 1000 étudiants? Non, 1000 étudiants. 1000 étudiants. C'était tous la fine fleur aussi. Oui, c'était la fine fleur, mais c'est l'or, c'est l'or. Vous entrez, je ne sais pas, un peu visite, vous entrez dans la yeshiva de Volozhin. On a fait là-bas, à l'époque, un camp, on est venu. Il y a une soixantaine, 80 de personnes qui sont entrées. Une yeshiva, elle ne sait pas qu'elle est rebâtie. Mais le bâtiment, vous avez le bâtiment. Zéro, il n'y a plus la place pour personne. 80 personnes, zéro, c'est plein. À Volozhin, il y avait un peu plus, mais quand même, vous disiez, c'est pas. Vous entrez maintenant à Mir. Sidérant. C'est le poignet, sale. Ou en Israël. En Israël. Non. Mais c'est ça, c'est-à-dire que le substrat, il était dans le yeshivot. Le patrimoine, il était contenu dans le yeshivot. Mais son application, sa traduction, son adaptation pour des fins de réalisation, c'était Smolensk, Pinsker, Lilienblum, Krochmal, Gretz, Dubnov, Khada'am, même avec toutes nos critiques, et Ben Yehuda, etc. Pardon? Pourquoi la sélection était-elle si difficile pour qu'il n'y en ait que 1000 et pas 10 000? Exactement, parce que maintenant tout le monde doit y aller. Mais de quoi tu vis? Mais de quoi tu vis? Vous allez à la yeshiva, quelle était dans la yeshiva, vous alliez dans une yeshiva, c'était, comment on dit, vous deviez payer pour votre loyer, pour votre aussi, comment vous le payiez, pour le payer, eh bien, vous enseignez là où vous mangez, et vous ne mangez pas tous les jours, là où vous mangez et là où vous dormez, eh bien, vous donnez des cours, vous êtes un répétiteur pour les enfants, vous leur enseignez le renouveau de Mir et de Volozhin, etc. C'est-à-dire que tu recevais 50 kopecks, tu recevais un rouble, tu recevais une stipendia, une bourse pour pouvoir étudier, qui te suffisait pourquoi? Pour acheter un livre. Non, tu n'achetais pas des livres. Une tranche de pain. Pour manger, uniquement pour payer, pour avoir un lit chez quelqu'un et avoir une soupe, un peu de pain et zéro, c'est-à-dire que les gens, véritablement, c'était la misère. Mais, pour répéter encore Ansky, on était épris de notre, malgré tout cela, épris de notre grandeur. En fait, c'est la misère en fait qui ramène à l'essentiel de l'essence même de l'homme.
L'essentiel, c'est un épiphénomène. Pardon, la misère, c'est secondaire. La misère, c'est secondaire. En Allemagne, en Europe, ils étaient riches. Ils étaient riches. Donc, ils disaient, bon, après, ça... Oui, il y a aussi ce facteur, mais c'est un facteur extérieur. Il y a un facteur interne. Ce facteur interne, c'est cette flamme qui brûle, etc., où les gens... Et la première alia était... La première alia venait de Russie, oui, mais même l'avant-première, avant-première venait essentiellement de Russie, effectivement, oui, il y avait énormément de cela, il y avait une force identitaire là-bas très très forte, ce qui a fait que même que lorsque les masculines ont quitté un cadre yeshivati, ils ont tous étudié dans les yeshivot, eh bien, ils n'ont pas quitté le cadre national. Ils n'ont pas quitté, ils sont restés dans le cadre national. De manière très très forte, de manière très prégnante, très forte. Ça s'est jamais éparpillé. C'est jamais éparpillé. À quelques très rares exceptions, c'est pas éparpillé. Et c'est ce qui nous a donné le coup véritablement de venir, pour venir en Eretz Israël et avec Hibat Zion, c'est là-bas qu'on met le plus Hertz, c'est là-bas qu'il a trouvé ses plus grands alliés, etc., naturellement. Et en termes d'Herzl, beaucoup de juifs sont venus de l'Est. Okay. C'est pas les juifs allemands, c'est pas les juifs autrichiens, c'est les juifs de l'Est. Est-ce que ça a duré jusqu'à la Révolution? Ça a duré jusqu'à la Révolution, effectivement. Et ensuite, la Révolution, ça a beaucoup changé. ça a changé de couleur. Hein. Ils ont passé du blanc au rouge. Mais oui, bon, ça a pris encore quelques années. Vraiment, on avait encore quelques années de répit. Pas de répit, mais pour se retrouver. Mais oui, tout ce mouvement, eh bien, il a... Mais ça... Même, c'est en tant que masculine qu'on est revenu à notre identité juive dans les années 60-70, en lisant l'histoire juive avant tout, en lisant Gretz, Dubnov, en lisant Léon Uris, Exodus, etc. C'est ce qui nous a fait. Et ensuite, par la langue, par les ulpanim en clandestin, etc. Et ensuite, le sionisme, etc. Et ensuite, pour certains, aussi les mitzvot. Les élèves de la yeshiva de Vologine qui sont venus en Israël donc très précocement, c'était identitaire, ça avait quoi? C'était quoi comme mouvement pour eux? Il faut savoir que la yeshiva, elle soutenait les leaders, ils soutenaient Hibat Zion, Anatsiv Mivologine, ils payaient ses dons pour le Hibat Zion. C'était pas ouvert, c'était mitigé, peu importe maintenant. Parmi ses élèves, ça dépend pour qui vous prenez. Chaim Nachman Bialik, c'est son élève. Oui, il a étudié 2 ans, 2 ans à Vologine. Le Rav Kook, oui, bien entendu, il a utilisé la famille Berlin, les Dorothée, à Durab Naftali Tzvi et Yuda Berlin, jusqu'au chef du Mossad, Ephraim Alevi. La 5e génération de Naftali Berlin. Il y avait Bar-Ilan, l'université de Bar-Ilan, c'est aussi, vous comprenez, oui. Mais la vocation de cette yeshiva, c'était de former des leaders juifs pour tout le peuple, pour l'ensemble du peuple, où qu'il soit. C'est-à-dire de les disperser, pas seulement en Israël, à l'époque il n'y avait pas beaucoup en Israël, mais oui, est-ce qu'on peut dire que c'était une yeshiva sioniste, pas dans le sens moderne, du terme, mais dans d'autres sens, oui, certainement. Zéo, Toda Rabba.